Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et toutes. Eh bien ce soir, comme convenu, je suis avec Marie-Chantal Jolivet, mon actuelle et ma future adjointe aux affaires sociales. Et nous allons donc parler de beaucoup de sujets, puisque le social, ça recouvre un peu tous les âges de la vie. Et je vais commencer par poser une petite question à Marie-Chantal. Marie, est-ce que, on l'appelle Marie, hein, Marie, les gens qui l'aiment bien, Avec plaisir. Pas c'est-à-dire de presque souci. tout le monde. Marie, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette mission? Eh bien, c'est d'être en contact justement avec tous les personnes, les âges de la vie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup imaginé de l'intergénérationnel. Il y a eu vraiment des créations de liaisons et d'échanges intergénérationnels. Par exemple, la, la crèche familiale qui allait à Joséphine Guillon pour des petites animations et vice-versa. Voilà. Donc c'est ce qui t'a plu finalement dans cette mission, mais je crois, pour te connaître bien, que tu as la passion du contact humain. Oui, c'est vrai que, alors, c'est peut-être de ma formation. Voilà, moi, j'étais directrice d'école pendant 12 ans. Et c'est vrai que le contact avec les parents, le contact avec les enfants, c'est de la communication. Quand on explique bien les choses, qu'on communique, qu'on présente les choses nettement, on dédramatise beaucoup de choses, on crée des liens qui parfois font avancer les choses. Voilà. Alors c'est vrai que le social, ben, c'est beaucoup de choses. C'est la petite enfance, c'est les centres de loisirs, c'est les personnes âgées, c'est les aides aux personnes en difficulté. Et c'est vrai que Marie, tu as été souvent confrontée à des situations un peu douloureuses. À ton avis, enfin, comment tu pourrais décrire les qualités qui sont indispensables pour un ou une adjointe aux affaires sociales pour faire face à ces situations qui sont parfois assez complexes et difficiles? Ouais, je crois que je me suis mis à la place des gens qui sont vraiment dans la difficulté. Et j'aurais pas aimé attendre 8 jours une réponse quand on sollicite la mairie, les services de la mairie ou l'adjointe en charge du social. Donc je mettais un point d'honneur à vraiment répondre au plus vite, rentrer en contact avec cette personne. Je crois aussi qu'il faut savoir écouter et puis après, soit savoir orienter ou apporter des réponses lorsqu'on le peut. C'est vrai que tu dis savoir écouter et je dirais même ne pas juger. Parce qu'on a affaire parfois à des situations beaucoup plus complexes qu'on imagine. Et lorsqu'on essaye d'aider quelqu'un, c'est important aussi d'avoir un regard bienveillant, quelle que soit la situation qu'on ne comprend pas toujours forcément, puisque Oui, bon, c'est pas vrai toujours que intime avec la parfois, personne. parfois il y a un passif et moi j'essaye de ne pas écouter ce qui peut être dit de cette personne. Je pars de zéro et puis voilà. Euh, souvent, voilà, il faut tenir compte des situations, du vécu de la personne. Oui, Je pense que c'est primordial. oui. Je me suis rendu compte au cours de ces nombreuses années, puisque j'étais moi-même adjointe aux affaires sociales avant, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des souffrances qui viennent de l'enfance Beaucoup. et qui se répercutent après sur la vie familiale, sur ben, bien sûr la scolarité d'abord, la vie Mhm. familiale, mais également après dans la difficulté à rechercher un emploi, une Bien sûr. formation. Voilà, donc il faut aussi être à l'écoute. Bon, le social, c'est pas que ça, mais c'est entre autres ça. Et je sais parce que donc Marie-Chantal a beaucoup travaillé sur les questions d'attribution de logement. Et je sais à quel point on peut être en situation parfois de désespoir lorsqu'on a du mal à se loger. Et Marie-Chantal a toujours été extrêmement réactive, extrêmement accessible. Et ça vraiment, merci Marie, parce que parfois je lui mettais un message, paf, le lendemain matin, ça y est, c'était fait. Donc je peux dire que Marie-Chantal est
Ouais. C'est une adjointe qui a une grande réactivité. Si on veut parler par exemple des demandes de logement, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a au moins 450 demandes de logement et que il n'y a pas 450 Ah, logements à proposer, à attribuer. C'est vrai aussi qu'il faut bien comprendre les demandeurs de logement, hein. Ils peuvent vivre parfois dans un logement qui est vraiment insalubre, ou alors dans un logement qui est trop petit, ou alors beaucoup de séparation voilà. qui nécessite que la personne, une des personnes en tout cas, quitte le logement assez rapidement. Parfois des jeunes qui voudraient prendre Bien sûr, leur leur indépendance. indépendance. Et ça, c'est pas très facile parce que des T2, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus sur Miribel et même, je dirais, sur le territoire. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs travaillé au sein de la communauté de communes le plan local de l'habitat qui permet justement d'avoir un objectif en termes de création de logements, d'habitat pour tous. C'est important de le rappeler. J'en ai parlé il y a 2 jours avec Patrick et Alain lorsque nous parlions aménagement du territoire et plan local de l'urbanisme. On a besoin de logements. Alors pas des Absolument. logements n'importe comment, des logements à taille humaine, des logements de qualité, des logements bien pensés, bien euh, distribués dans la ville, avec cette question de la mixité dont je parlais l'autre jour. Mais il y a tellement de gens qui sont aujourd'hui dans des situations très difficiles d'attente de logement. Il est capital que nous puissions répondre intelligemment à ces attentes. Alors moi, je dois dire qu'il y a eu un travail quand même très intéressant, une communication, des échanges très intéressants avec les bailleurs sociaux du territoire. C'est un atout. Et effectivement, on arrive quand même assez souvent à débloquer des situations où vraiment par la discussion, on peut obtenir une attribution d'un logement pour cause d'urgence. Tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir un partenariat fantastique sur ce territoire avec des gens qui sont vraiment très investis, qui ont l'habitude de travailler ensemble à travers certaines actions de la communauté de communes ou de la ville. Oui. Et c'est vrai que c'est une vraie richesse. Ah oui, on a pu constater vraiment qu'il y avait un réseau des travailleurs sociaux, des professionnels qui existent sur la communauté de communes, hein, et même au-delà, je dirais, sur la côtière. Et je dois remercier Sylvie Véricel, qui a été adjointe aux affaires sociales dès 2001. Et j'ai eu beaucoup de bonheur. Je le pense, hein, j'imagine bien, et qui a permis que ce réseau existe. Je pense qu'il a été développé par rapport à toutes les mises en place de politiques diverses, du contrat de cohésion sociale, voilà. Et donc, je sais que bon, elle a eu à cœur, elle a son petit bébé qui est la petite enfance, hein, avec la création de ce lieu. Et puis également la rénovation du quartier du Trèves, qui a été importante et qui est fondamentale pour les habitants qui habitent là-bas. C'était une belle aventure, parce que c'était un travail effectivement non seulement avec les partenaires, mais avec les habitants. Ouais. Un travail global, d'analyse globale de la structure du quartier, du fonctionnement. Et sur 3 ou 4 années, nous avons travaillé ce beau projet. On peut dire qu'aujourd'hui, le quartier a vraiment complètement changé. Un nouvel aspect, a complètement changé et bien sûr pour le plus grand confort des habitants. Alors, il y a un projet, Marie, je sais qui te tient à cœur, qui me tient à cœur aussi d'ailleurs, mais tu as particulièrement travaillé sur ce projet. C'est le projet de la MSAP. Alors, explique-nous, Marie, ce qu'est une MSAP. Alors, une MSAP, c'est une maison de service au public. En fait, dès 2014, il y avait eu un diagnostic sur la communauté de communes et même sur la côtière qui a établi qu'il y avait vraiment des difficultés
au niveau de la fracture numérique, une fracture numérique. Les gens, effectivement, ne savent pas pour beaucoup encore se servir d'Internet. Et malheureusement, eh bien, tous les dossiers à compléter doivent se passer par l'informatique. Des problèmes aussi de mobilité et surtout, on va dire, des problèmes d'accès aux droits. C'est pour cela qu'on a créé une équipe avec des élus, mais des professionnels du social également, euh, qui s'appelle la coordination d'accès aux droits pour tous. Et eh bien, in fine, c'est ce projet de maison de service au public qui nous est apparu comme répondant le plus à toutes ces difficultés. Alors, qu'est-ce qu'une maison de service au public? C'est mettre dans un même lieu différents partenaires avec des permanences, mais en tout cas avoir quelqu'un qui accueille et qui puisse orienter les gens, qui puisse par exemple les mettre un ordinateur à disposition, qui puisse être aidé pour remplir ces dossiers, qui puisse être orienté. Et voilà. Ce qu'on peut peut-être dire, parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, j'ai déjà dit, je pense que c'est quelque chose qui est très clivant avec mes opposants, c'est la défense du service public. Pourquoi on en arrive aujourd'hui à une ouverture de maisons des services au public? Parce que justement, aujourd'hui, on se trouve en difficulté par rapport à des services publics qui quittent le territoire. On l'a vu pour la SNCF, on l'a vu pour la perception, on l'a vu pour un certain nombre, peut-être, je ne sais pas, on parle du départ un jour peut-être du Pôle emploi, etc. Donc il y a une très grosse inquiétude à ne pas perdre ces services publics si importants, notamment pour les publics fragilisés. Donc l'objectif à travers cette maison du service au public, c'est d'avoir une permanence à minima de tous ces services qui sont regroupés dans un même lieu, ce qui fait que quand vous avez plusieurs difficultés, parce que souvent elles se cumulent, eh bien il y a la possibilité de trouver une aide. Bon, il y a aussi, c'est un phénomène dont on ne parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes sur la commune qui ont des difficultés avec le français, qui sont nées en France, qui ont étudié en France, mais qui ont des problèmes d'illettrisme et qui ont de grosses difficultés justement dans la vie quotidienne parce qu'ils ne maîtrisent pas l'écrit et parfois même le parler français correctement et on se rend compte à quel point c'est important dans la vie de tous les jours. Donc c'est important aussi d'avoir un relais, un endroit où on peut être écouté et où on peut être accompagné. Donc on avait fait des propositions pour un lieu pour la MSAP qu'on aurait bien aimé dans le centre de Miribel. Mais finalement, elle se fera vraisemblablement dans les locaux de la communauté de communes qui va être également récupérée par le conseil départemental puisque la communauté de communes va aller implanter ses bureaux à l'intérieur du grand complexe Philips qui vient d'être racheté par la communauté de communes. C'est l'occasion, Marie, d'ailleurs, alors c'est un petit peu à part, mais enfin j'y viens quand même, je l'ai déjà dit l'autre jour, mais la communauté de communes va donc déplacer ses locaux, elle va donc aussi recréer une salle du conseil municipal, puisqu'il y a des espaces qui sont très, très grands, et nous avons évoqué déjà ensemble la possibilité de mutualiser cette salle du conseil, qui pourrait être à la fois pour le conseil communautaire et pour le conseil municipal de Miribel. Je vous dis ça parce que c'est aussi un sujet clivant. Pourquoi aller construire une nouvelle salle de conseil municipal pour Miribel alors que nous avons la possibilité de mutualiser une salle qui va être à proximité et qui servira à la fois à la communauté de communes et à la commune, et tout ça toujours dans un esprit de bonne gestion des deniers publics. C'est vrai que c'est une question très importante par rapport à tous ces bâtiments. Nous avons pas mal de bâtiments et de mutualiser, d'avoir l'idée de mutualiser, je vais dire une école pendant l'été pour quelque chose de spécifique, une activité spécifique, ça peut être très intéressant. L'objectif c'est ça, je l'ai déjà dit l'autre jour, on a des locaux qu'on a pu évaluer
avec une occupation, un taux d'occupation assez faible, somme toute, hein, parfois 15%, 20% du temps. Demain, très clairement, on ne va pas construire tous azimuts, ni démolir tous azimuts. On va essayer d'optimiser ce qui existe aujourd'hui et de l'améliorer, hein, par l'isolation thermique, par refaire les intérieurs, réaffecter correctement les locaux. Il peut y avoir effectivement des mutations de lieux pour mieux adapter à la demande. On a vraiment une richesse en termes de locaux sur la ville et il faut d'abord exploiter ça avant d'imaginer construire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Alors, on va parler du centre de loisirs, Marie. Ah oui, alors le centre de loisirs, Léo Lagrange, le Cabanon, géré en DSP par Léo Lagrange. Bien écoutez, sur ce mandat, depuis 2014, vraiment le nombre d'enfants accueillis est exponentiel. On est passé à 9000, on est passé de 6000 à 9000, ce qui est très, très important. Alors, pour des activités. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des journées enfants. On est d'accord, oui. Voilà. Parce que 9000 enfants, ça fait quand même. Voilà. Voilà. Et puis, un travail très intéressant de partenariat, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Sésame a aussi un accueil de loisirs et qu'il y a eu un partenariat important sur ces deux accueils, avec ces deux accueils, qui proposent un accueil sans doute très différent, une grande structure qui est le cabanon dans la nature, et puis une un peu plus petite, mais qui a une spécificité, c'est qu'elle accueille des enfants dès l'âge de 3 ans. Et bon, le centre social ayant deux antennes, voilà, ils accueillent vraiment beaucoup d'enfants qui viennent. Ça a été aussi important, c'est ce qui a beaucoup évolué, c'est que les hameaux, les enfants des hameaux ont été accueillis, que ce soit à Sésame ou au Cabanon, dans une plus grande mesure. Alors justement, on va parler de l'avenir aussi, puisqu'on est aussi là pour parler projet. Donc à un moment donné, on imaginait une prolongation de l'espace petite enfance avec une place pour un nouveau centre de loisirs à proximité du parc Buttard. Mais dans un premier temps, on va tout faire, surtout pour essayer de travailler avec le Grand Parc. Et je pense qu'il y a des ouvertures possibles pour faire une extension, une amélioration de ce cabanon qui aujourd'hui mérite des travaux, notamment des travaux d'assainissement, mérite d'être rénové, d'avoir un coin cuisine dédié. Donc il y a un gros travail à faire avec le Grand Parc pour voir ce qui est possible d'envisager sur ce site, qui est quand même un site qui est assez... qui est situé dans un lieu assez remarquable. Ça serait dommage de ne pas y rester, mais il y a quand même du travail à faire pour accueillir aussi les enfants, parce qu'il y a encore des listes d'attente, donc il est important de penser aussi à développer ce centre de loisirs. C'est vrai que la proximité du Grand Parc fait que le cabanon, les enfants se déplacent beaucoup pour des animations, pour des ateliers, et voilà, c'est très important. Et d'autre part, je pense qu'il y a, puisque maintenant le centre de loisirs de Tramois est géré par Léo Lagrange, c'est-à-dire la même fédération qui gère notre centre de loisirs, je pense qu'il y a un gros travail de rapprochement à faire entre Tramois et les Échets, pour permettre justement de mutualiser l'accueil de loisirs. Ça, c'est vraiment, il y a longtemps qu'on y pensait, mais autrefois les gestionnaires étaient différents. Maintenant, il y a le même gestionnaire pour Tramois et pour Miribel. Donc, nous allons travailler en bonne intelligence avec le maire de Tramois pour opérer des rapprochements. Et d'ailleurs, nous avons tout un tas de sujets comme ça, de possibilités de rapprochement avec Tramois, commune voisine, pour mutualiser nos énergies, nos forces, nos finances, pour de beaux projets pour le hameau. Oui, j'ai envie de dire, je ne pense pas que ce soit un hasard qu'ils aient choisi Léo Lagrange comme prestataire pour leur centre social. Dans l'idée, effectivement, on a quand même déjà échangé sur ce sujet avec Xavier Deloche, maire de Tramois. Oui, c'est une fédération d'éducation populaire qui aujourd'hui
fait un travail assez remarquable en France, hein, qui est très innovante aussi, et avec qui nous avons de bonnes relations, qui a une très grande exigence, y compris sur le développement durable, qui est un sujet qui nous passionne. Marie Chantal, je vous le disais l'autre jour, a suivi tout ce qui concerne le PCAET de la communauté de communes. Donc, le plan climat, air, énergie. Voilà. Ben, oui, j'ai envie de dire que ce soit le PLU ou le plan climat, air, énergie, moi j'y étais effectivement en tant qu'adjointe aux affaires sociales. Continue. Et parce que finalement, le social, eh bien, on fait du social de partout. Et que ce soit au niveau du PLH, que ce soit au niveau du PCAET, quand voilà, il faut proposer aux gens, et notamment aux gens qui n'ont pas trop de ressources, eh bien, des logements qui sont isolés, qui sont décents, qui sont accessibles. C'est le rôle du PLH, mais c'est aussi dans le PCAET des actions qui sont inscrites. Voilà. Il y a aussi un sujet qui nous tient à cœur, c'est les logements autonomes pour les personnes âgées, de façon à ce qu'elles restent plus longtemps possible autonomes et en cœur de ville, de façon à ce qu'elles aient tout à côté, c'est-à-dire les services, les commerces, le marché, voilà, pour avoir une vie normale sans avoir à faire de très grandes distances. Et là, aujourd'hui, il y a une attente de ce côté-là, hein. Je sais que Joséphine Guillon a un projet à moyen terme pour développer ces résidences, mais nous avons aussi un projet au-dessus du deuxième pôle de santé qui va dans ce sens, toujours pareil, de garder une autonomie et d'être au plus proche des services de la vie, hein, le cœur de ville, la vie, pour être intégré, pour lutter contre l'isolement, comme nous le disions tout à l'heure. Ça doit se savoir parce qu'effectivement, j'ai déjà des appels. Des appels. J'ai au moins 3 ou 4 familles, voire 5, familles ou personnes seules, âgées, ou voilà, qui me demandent quand est-ce qu'elle sera terminée, comment est-ce qu'il faut faire, quand est-ce que je vais pouvoir faire ma demande de logement pour pouvoir accéder. C'est primordial. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont de très très petites retraites, hein, notamment les femmes, hein, qui ont parfois des retraites vraiment très 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 faibles et qui ont besoin d'accéder à un logement social de qualité qui ne consomme pas trop en énergie et qui soit à proximité des services et des commerces. C'est une question de dignité aussi, hein, le logement, c'est très important. Moi, je dirais que c'est une question de droit aussi. De droit et de dignité. Tout le monde a le droit voilà, à être logé de façon digne, de ne pas avoir à dépenser de l'argent parce que le chauffage ne suffit pas. Voilà. C'est ça. Donc, ça fait partie effectivement des préoccupations. Alors, il y a un sujet peut-être qu'on a à regretter et pour lequel on continuera à se battre, c'est malheureusement le départ de nos éducateurs de prévention spécialisés. Donc nous avions déjà depuis plus de 25 ans des éducateurs de prévention spécialisés qui faisaient un travail formidable auprès de la jeunesse et bien souvent nous avons grâce à eux fait de la médiation dans des situations de crise un peu compliquées. Notamment, je le rappelais souvent, mais pendant la période des émeutes urbaines où le centre social avait été brûlé à Méribel, c'est grâce à ces éducateurs de prévention que nous avons réussi à reconstruire quelque chose avec les habitants pour retrouver de la paix, de la sérénité, un projet, un nouveau centre social qui est venu avec une nouvelle équipe, etc. Donc le conseil départemental a décidé d'affecter tous les éducateurs de prévention au secteur en politique de la ville. Nous ne sommes pas directement en politique de la ville, même si nous sommes plus ou moins nous sommes en contrat de veille active, ce qui veut dire qu'on est quand même un secteur qui est sous vigilance. Mais aujourd'hui, on commence à sentir déjà des dérapages, hein, on peut le dire, parce que la présence de ces animateurs avait vraiment un rôle de modérateur, d'encadrement, accompagner les jeunes en rupture scolaire, les accompagner vers la formation, vers l'emploi, vers la santé, mais aussi toute la question des ruptures familiales, des maltraitances. Les éducateurs de prévention avaient un travail énorme à cet endroit-là. Donc il y en avait 2 sur Méribel, 1 sur Saint-Maurice, qui travaillaient ensemble. On s'est battu avec le maire de Saint-Maurice, on peut le dire, hein, on n'a pas eu gain de cause. Mais il va falloir remettre ça parce que très sincèrement, je m'inquiète pour demain, pour ces jeunes
qui sont à la limite de la rupture et qui, sans cadre, risquent de partir voilà, en vrille, hein, on peut dire ça comme ça. Et nos éducateurs étaient de toutes les actions sociales exactement. du territoire. Un lien avec ces âmes évidemment très privilégiées. Et puis dès l'instant qu'il y avait un problème, si j'ose dire, eh bien, on se rencontrait, vraiment une réactivité avec des propositions concrètes. Voilà. Je rappelle aussi que dans le cadre du CCAS, on finance des chantiers. Oui. Hein, des chantiers éducatifs d'été, enfin non, finalement tous les mercredis, oui. Ils faisaient ça le mercredi oui. parce qu'ils préféraient avoir un seul jeune en face d'eux pour travailler avec oui. eux. C'est un outil qui leur permettait voilà, d'accompagner le jeune, de gagner sa confiance, d'essayer de le guider pour son avenir. Tout à fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Bon, moi, j'aimerais aussi qu'on relance au niveau de la communauté de communes les médiateurs de rue, puisqu'on a parlé beaucoup d'incivilité, de groupuscules qui parfois voilà, enquiquinent le voisinage. Et là, il y a des choses à faire aussi avec des médiateurs. Oui. Donc, ce sont des pistes que nous allons relancer. Il y a un autre sujet, parce que le temps tourne, donc il faut qu'on arrête aussi à un moment donné. Mais il y a un autre sujet qui nous tient vraiment à cœur, avant de parler des échecs, puisque, comme vous le savez, Marie-Chantal est notre adjointe déléguée au hameau des échecs. C'est le sujet de l'accessibilité. Donc, Marie-Chantal a beaucoup travaillé dans sa commission sur le lancement de la programmation des travaux d'accessibilité dans nos bâtiments publics. Oui. Beaucoup de travaux ont déjà été réalisés. Il y avait si je peux compléter, oui. Il y avait un plan qui a été étalé sur 9 ans, hein, pour un budget global effectivement assez important de 600 000 euros, et justement divisé sur 9 ans, hein, pour voilà, réaliser des travaux sur les bâtiments publics, hein, de mise en accessibilité, mais également dans les extérieurs, sur les tennis, etc. Les tennis, le cimetière, voilà. Ce qui est fondamental. Alors sur l'accessibilité, nous avions Colette Champion qui en 2008-2010 avait fait un retour d'information et une enquête sur l'accessibilité par des visites dans la ville. Moi, j'en ai eu une aussi qui est revenue de deux personnes, Méribellane, qui ont repris le premier et qui ont complété. Il faut savoir malgré tout que chaque fois qu'il y a des travaux et des rénovations de trottoirs, il y a systématiquement, on pense accessibilité dès l'instant qu'il y a des travaux. Voilà. Hein, alors c'est vrai que maintenant on a bien sûr ce projet de Perséverte à terminer parce que c'est le lieu de l'accessibilité par excellence. Mais on a bien conscience, on a parlé déjà à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos, de tous les travaux qu'il va falloir faire, notamment sur nos trottoirs. Il faut penser les trottoirs différemment d'ailleurs, parce que les trottoirs, en fait, aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait une valeur sûre, puisqu'il suffit qu'on passe devant un garage pour que le trottoir fasse en permanence des vagues. Et donc, pour une personne qui est à mobilité réduite, ce n'est pas du tout pratique. Aujourd'hui, on travaille différemment les aménagements de voirie, mais on aura l'occasion d'en reparler quand nous serons élus. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qui concerne le social, Marie-Chantal. Oui. Beaucoup de choses ont été dites déjà. Peut-être la petite enfance, il me semble qu'il y a eu des améliorations dans le secteur de la petite enfance. Oui, mais il y a eu la restructuration de la petite enfance avec un service, un service unique de multi-accueil. Et puis au niveau de la crèche familiale, hein, je voulais les saluer d'ailleurs, les assistantes maternelles de la crèche familiale, parce qu'elles font un travail. Et les autres, bien sûr. Mais un travail très, très intéressant. Pour revenir au multi-accueil, eh bien oui, il y a vraiment des actions, notamment cet apprentissage des gestes, de la langue des signes, de la langue des signes, l'autre jour. Et on peut dire, pour résumer, parce que c'est pas inintéressant, la restructuration a permis d'accueillir plus d'enfants. Donc ça, c'est important.
On a vraiment essayé de s'adapter au fur et à mesure aux attentes des familles et ça sera un vrai enjeu dans les années qui viennent, parce qu'on a beau être une ville avec un panel complet de modes de garde de la petite enfance, il y a deux angles qu'il va falloir améliorer. Il va falloir qu'on renouvelle le nombre d'assistantes maternelles, puisqu'on en a certaines qui partent à la retraite. Donc, on veut faire une grosse action de promotion du métier formidable d'assistante maternelle. Et puis également réfléchir à l'accueil collectif. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont au cœur des préoccupations des familles. Et puis au niveau de la crèche familiale aussi, c'est vrai que beaucoup de demandes de parents aujourd'hui, c'est de la garde en horaire atypique. Et donc, il faut pouvoir s'adapter. Voilà, et nous aurons sans doute une ou deux assistantes maternelles qui pourront accueillir en horaire atypique. Et un autre sujet aussi très important, c'est pouvoir accueillir des enfants atteints d'un handicap. Et aujourd'hui, c'est souvent les familles sont très démunies pour ces jeunes enfants. Alors nous le faisons déjà, mais nous allons encore plus spécialiser la crèche collective pour l'accueil de ces demandes atypiques, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà, bien écoute Marie, si tu veux bien, on va passer aux échets, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aux échets. Et les échets, ça bouge. Les échets, ça bouge, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'habite les Échets, vous le savez, et donc c'est un village qui me tient à cœur. Et puis, c'est vrai qu'on avait un commerce qui est parti, hein, il n'y avait plus de commerce du tout sur les Échets, et vous voyez, en 3 ans, hein, on va dire, 4 commerces se sont installés, notamment avec une magnifique halle où sont regroupés 3 commerces et où j'imagine déjà des animations, des rassemblements de nos échétois pour des moments conviviaux. Ça a commencé d'ailleurs. Ça commence, effectivement, ça commence. Et puis, aussi terrasse. Ah oui, le terrasse. Café, bar, tabac, terrasse, une magnifique terrasse aujourd'hui, toute nouvelle. Et puis dans un lieu qui est très symbolique pour les anciens échétois, on va dire, puisque c'était l'ancienne école où les anciens échétois sont allés. Et voilà, c'est vraiment un beau lieu qui a été magnifiquement rénové, installé avec des installations très accueillantes. Alors c'est vrai que la commune a fait des travaux pour permettre l'accueil de ce commerce. Et on souhaitait, je vous l'ai dit, hein, c'est une ligne directrice, on n'est pas on démolit tout et on met des parkings partout, on est plutôt on conserve notre patrimoine, on l'embellit, on le met en valeur et on en fait quelque chose de vivant. Et avec l'ancienne école des Échets, c'est ce qui s'est passé, on a redonné de la vie à cette école et je remercie d'ailleurs monsieur et madame Traîneau qui anime, qui travaille dans ce café-restaurant tabac et qui commence à avoir une clientèle régulière et nous-mêmes nous allons régulièrement nous rafraîchir là-bas, c'est très agréable. Et à proximité, il y a l'ancienne salle des fêtes des Échets. Et très clairement, même s'il y a besoin de stationnement aux Échets, qui à mon avis sont plutôt dans le secteur de la gare, voire imaginer des parkings de covoiturage pour limiter la venue des véhicules aux Échets, on en a déjà suffisamment comme ça. L'idée générale, c'est d'arriver à co-construire avec les habitants un projet qui soit plutôt un projet autour de services. Bien sûr. Puisqu'on commence à avoir des commerces, donc il faut enrichir ce cœur de ville, le rendre dynamique, avoir d'autres types de services, peut-être un coiffeur, je sais pas, une pharmacie. On sait déjà qu'il y a quand même, je pense, deux médecins qui vont venir s'installer. On a 2 médecins effectivement, qui vont pourquoi pas imaginer. Et donc, pharmacie, il y a plein de demandes en plus. Il y a des demandes. On a des infirmières qui demandent depuis de nombreuses années pour avoir un local. Bien évidemment, il ne faut pas stopper cette énergie
qu'a développé les commerces. Et il faut du service. Les échetois. Alors, qui dit service, dit pas forcément maison de santé, parce que j'entendais déjà non, dire non. on va construire une maison de santé aux échets. Non, on a déjà 2 maisons de santé. Là, pour l'instant, on n'est pas là-dessus. Mais par contre, il y aura un vrai travail sur ce cœur de ville, parce que pour qu'il y ait de la vie dans le cœur de ville, eh bien, il faut aussi que les habitants participent et qu'on échange sur les attentes. On n'a pas énormément d'aires de jeux ou de rencontres sur les échelles. On en a une vers l'école qui est un peu isolée. Mais dans ce cœur de ville, il est possible d'imaginer aussi un lieu où on pourrait se rassembler. Bien sûr. Et puis, pourquoi pas, étendre un peu la terrasse du café existant. Enfin, beaucoup de choses sont à imaginer. On les imaginera avec vous. Et puis, il y a un sujet numéro 1 aux échelles, c'est cette départementale qu'on veut absolument aménager pour déjà y mettre des contraintes, casser la vitesse, essayer de dissuader les poids lourds de passer sur cette départementale. D'autres communes l'ont fait et nous ferons cette demande. Alors aujourd'hui, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, malheureusement l'aménagement des départementales, mis à part le fait qu'il faut l'accord du département, est une compétence de la communauté de communes. Donc il va falloir qu'on travaille avec les nouveaux élus de la communauté de communes, puisque le paysage intercommunal va changer, pour faire de cette départementale qui traverse les échelles une priorité. C'est vraiment depuis des années. Alors bon, la priorité du mandat, c'était les commerces. Hein. On a mis le paquet sur le commerce. Mais je pense que là, on va enrichir et on va travailler cette question de la départementale qui est vraiment une question prioritaire sur les années qui viennent. Tout à fait. Moi, je voulais aussi rajouter, effectivement, il y a quelques associations aux échets qui font vivre quand même agréablement les échets. Peut-être qu'il y aura d'autres associations qui viendront, pourquoi pas. Ce que je voulais dire, moi, je pense que je l'ai vu ailleurs, dans des villages, puisque nous, les Échelles, nous sommes quand même un village, un hameau, mais un village à part entière, et beaucoup d'initiatives habitants. Moi, je solliciterais et j'encouragerais ces initiatives habitants. J'ai vu, par exemple, des décorations de Noël en bois, des choses, où les habitants, parce qu'il y a un savoir-faire de certains habitants, pour faire des décorations, et pour le fleurissement. On sait que dans certains villages, il y a du fleurissement. Ça ne veut pas dire on pose les fleurs et puis après on ne s'en occupe pas. Ça veut dire qu'on prend en charge. C'est faire que les habitants, vivent. Ce qui a toujours été un peu compliqué aux échelles, c'est qu'on a à la fois donc quelques anciens qui sont là depuis longtemps, qui ont vu les échelles évoluer au fur et à mesure des années, se transformer, beaucoup de nouvelles familles qui arrivent. Et le fait qu'il manquait une centralité, ça fait aussi qu'il manque une forme de cohésion entre les échétois. Et c'est ce qui doit être encouragé aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on est échétois, on dit souvent qu'on est échétois, on ne dit pas qu'on est miribellan. Mais en même temps, ce qui est important, c'est de travailler l'identité des échelles pour justement en être très fier et qu'il y ait une particularité. Donc, voilà, toutes ces questions-là seront travaillées. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs sur ce mandat d'avoir 4 responsables de l'équipe qui sont issus des échelles. Parce qu'il y a un gros enjeu sur les échelles et c'est important que les échelles soient bien représentés. Moi, j'ai connu les échelles avec un seul délégué. Donc déjà, sur le mandat actuel, il y en a les 2. Et là, on passe à 4. Donc, vous voyez, l'intérêt qu'on porte aux échelles est capital. Il y a de gros enjeux. Et comme la vie se développe dans ce cœur des échelles, on a de plus en plus de miribellans qui ont envie de monter aux échelles. Parce que c'était toujours le problème. On disait, c'est toujours les échétois qui descendent. Et les miribellans ne montent pas aux échelles. J'ai le cas, c'est vrai. Notre pari, c'est de continuer à faire en sorte que les échelles soient un lieu où on a envie de venir pour aller boire un coup, pour aller faire ses courses, pour aller à une activité quelconque. Oui, l'idée, moi, je fais une permanence par mois aux échelles. On va pouvoir imaginer avec tous les 4 à comment est-ce qu'on peut répondre aux diverses demandes des échétois. C'est très important. Et puis,
eh bien, on peut imaginer effectivement des animations, beaucoup de choses, voilà, de la culture, une réflexion peut-être aussi sur un point bibliothèque. Alors, en Voilà. lien avec Tramway, je En pense lien avec Tramway, oui, il y c'était les a, deux voilà, points il y a que beaucoup de nous choses avions évoqués. il y a beaucoup de choses que nous pouvons travailler avec Tramway. Oui, On peut mutualiser nos forces de ce côté-là. tout à fait. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, on a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de satisfaction déjà sur ce bilan parce que euh, on nous disait un peu rêveur lorsqu'on disait on va faire venir des commerces. Bon, Ben oui. finalement, ils sont là aujourd'hui. Et on a vraiment un attrait et un intérêt particulier pour les déchets qui sont en train de bouger, de changer, de devenir vraiment un lieu encore plus agréable. Donc voilà, nous souhaitons continuer bien sûr à vos côtés. Alors, ma foi Marie, je crois qu'il y a une fin à tout, donc on va Eh peut-être bien oui, s'arrêter là. voilà. J'ai Un petit oublié mot de de la fin parler, oui, peut-être. j'ai oublié de parler du Téléthon parce que Ah finalement oui, je oui, m'y oui. tiens. Et puis finalement, pour résumer, ceux qui ont la mauvaise idée de dire que Miribel ne rayonne plus, eh bien finalement le meilleur exemple c'est ce Téléthon qui est intercommunal mais qui bon, a été quand même instauré largement par Miribel et qui fonctionne très bien, qui Et, met en relation beaucoup et qui d'associations s'appelle Miribel d'ailleurs le 6. à l'Uniton. Pourquoi pour les 6 communes de la communauté de communes. Et voilà, c'est un bel exemple. Je pense qu'on peut faire Voilà, sur d'autres thématiques très importantes la même voilà. chose qu'au Téléthon. Alors, au niveau de la communauté de communes, et on terminera peut-être par ça, puisque tu parles des autres communes, mais effectivement, toute la question des seniors est au cœur, Oui, bien sûr, de nos préoccupations. Il y a cette attente des mimosas, hein, qui on oui, attend maintenant bien sûr. la construction des mimosas, qui viendra apporter donc des places supplémentaires en maison de retraite sur notre territoire. L'institution Joséphine Guillon a de nombreux projets aussi à développer et nous les accompagnerons pour développer ces projets au sein de la ville parce que, comme je le dis toujours, on a l'immense chance d'avoir une maison de retraite en plein cœur de ville, ce qui permet, ce que Oui, nous disions tout à l'heure, les actions intergénérationnelles oui, et notamment cette année, nous avons prévu au budget de terminer la partie de Perséverte qui traverse Joséphine Guillon jusqu'à la montée de la Perrière. Et à cet endroit-là, nous imaginons aussi une espèce d'aire de jeu avec parcours de santé intergénérationnel, un lieu sympathique où voilà, les publics puissent se croiser. Donc la question des seniors, c'est une question qui est très importante et que nous allons porter aussi au niveau de la oui. communauté de communes. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a dit beaucoup de choses, donc ben, j'espère que ça vous aura donné envie de nous faire confiance et d'avancer. En tout cas, moi, j'ai aucun doute sur Marie Chantal. Je sais C'est qu'elle avec plaisir elle que je va repars, évidemment. continuer à repartir, à faire Euh, son travail, à être une voilà, élue accessible. Vraiment, je pense que ce qui caractérise notre équipe, c'est l'accessibilité. Voilà. absolument. C'est pas parce qu'on est des élus qu'on se prend pour je sais pas qui. On est des gens Mm, comme vous et on a envie de contribuer simplement à mm. apporter une amélioration à notre ville. On a envie, voilà, de donner du sens à notre vie en nous engageant. Et je crois que c'est un petit peu ce Oui. qui nous rejoint, Marie-Chantal et moi. Et à travers notamment cette expérience dans le social, Dans le qui est un mot social, qui est oui. parfois un peu galvaudé, mais qui veut dire beaucoup de choses en fait, puisque Beaucoup de c'est transversalité hein, beaucoup de transversalité. dans le Voilà, voilà. social. Tout le monde a Et, besoin du social, et vive la de la petite transversalité. enfance jusqu'à la personne âgée en maison de Exactement, retraite. exactement. Voilà. Eh bien, Marie, je te dis merci pour cette contribution. J'espère que Merci nous en allons retour. continuer ensemble parce que c'est un vrai bonheur. Oui, Et je avec vous une belle dis équipe. avec une belle Voilà, équipe. belle Oui, équipe, c'est du vrai. On dynamisme. le dit tous les Du soirs. Alors, dynamisme. on a Oui, un super projet et on a une super belle équipe. équipe. N'oubliez pas d'aller voter. N'oubliez pas d'aller voter. Donc, je vous retrouve demain pour une dernière vidéo, la vidéo de conclusion, la vidéo de fin de campagne. Et j'espère que vous serez nombreux. C'est un moment émouvant pour moi et pour mon équipe. Ça fait quelques mois déjà que nous sommes investis dans cette campagne. Nous avons traversé cette dure période du Covid. Il a fallu à la fois gérer la crise Oui, et s'occuper malgré tout de continuer voilà, à
être présent et à gérer nos projets. C'était une expérience très édifiante, forte, mais très forte, très édifiante, qui a fait au niveau du social, qui a mis en synergie les différentes associations, la solidarité, qui a appris à des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, de finalement réfléchir comment on allait pouvoir faire beaucoup de bonne pour volonté, apporter de l'aide aux gens. C'est vrai. Les gens généreux se sont révélés encore plus généreux. Et on a eu la chance d'avoir affaire à notamment des bénévoles qui ont donné de leur temps, qui nous ont épaulés. Et puis moi, je remercie aussi Marie-Chantal qui a été très présente puisqu'elle a notamment aidé les familles qui avaient besoin d'aide alimentaire. Donc vraiment, merci. Puis merci aussi pour avoir contribué à ton niveau, alors en tant qu'échétoise, tout simplement, pas en tant qu'élue. À cette belle action de fabrication de masques qui s'appelait donc À vos masques. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à demain, n'est-ce pas Marie, pour la dernière vidéo de la campagne à 18h30. Je vous embrasse. Au revoir à tous. Au revoir. Je vous embrasse aussi.